Bonjour et bienvenue dans cette édition d'Afrique Info sur CCTV français. On commence tout de suite par les principaux titres de cette édition. Les Somaliens perdent confiance en l'AMISOM tandis que les Shabab multiplient les attaques meurtrières et la violence entre clans s'aggrave. L'Union africaine a envoyé 100 observateurs des droits de l'homme et 100 observateurs militaires au Burundi, a déclaré le président sud-africain. Les avocats du leader de l'opposition ougandaise ont déclaré être prêts à contester les résultats de la récente élection présidentielle. La Chine et la République du Congo ont conjointement établi la Banque sino-congolaise d'Afrique, une première en Afrique centrale. Et les conservateurs ougandais s'inquiètent du déclin de la population de chimpanzés dans le pays en raison de l'activité humaine. Le sommet de la mission de maintien de paix de l'Union africaine en Somalie, l'AMISOM, est d'une importance primordiale. Les Somaliens perdent confiance en l'AMISOM tandis que les Shabab multiplient les attaques meurtrières et la violence entre clans s'aggrave. Une série d'attentats a récemment été perpétrés en Somalie et l'une des plus meurtrières était contre les soldats kenyans qui font partie de l'AMISOM. Même si l'AMISOM a connu des succès, l'opinion publique s'est transformée. La majorité des Somaliens pensent que les soldats de l'AMISOM ne sont pas sincères dans la lutte contre les Shabab. La raison pour laquelle l'AMISOM perd petit à petit le soutien de la population locale, c'est parce que ces 22 000 soldats n'ont pas réalisé de grands progrès au cours de ces 9 dernières années. Des affrontements entre clans à propos de la propriété de terre continuent de se produire dans certaines régions et compliquent la situation en Somalie. La raison principale pour laquelle l'AMISOM n'obtient pas de résultats est les clans en Somalie qui s'affrontent pour acquérir le contrôle de certaines parties du pays. Mogadiscio est une ville cosmopolite, elle a été facile à libérer, mais en dehors de la capitale, l'AMISOM doit faire face à des défis importants. La rivalité entre clans a fortement affecté les opérations de l'AMISOM. Les autorités cherchent des solutions et l'une des solutions proposées est d'intégrer les milices issues des clans à l'armée nationale. Cependant, cela prendra du temps et de l'argent. La police somalienne a déclaré qu'au moins 40 personnes avaient été tuées dans des attaques contre 2 restaurants populaires dans la ville de Baidoa. L'un des restaurants a été ciblé par une voiture piégée et un kamikaze s'est fait exploser dans l'autre. Au moins 20 personnes sont blessées. Et personne n'a revendiqué la responsabilité de ces attaques, mais le groupe Al-Shabaab a déjà réalisé de nombreux attentats similaires en Somalie. L'Union africaine a envoyé 100 observateurs des droits de l'homme et 100 observateurs militaires au Burundi, a déclaré le président sud-africain samedi après un voyage dans ce pays qui connaît sa pire crise depuis la fin de la guerre civile il y a 10 ans. Jacob Zuma a fait un discours au nom de la délégation des chefs d'État africains qu'il dirige. Il n'a toutefois pas mentionné la date du déploiement de ces observateurs. 400 personnes ont été tuées dans le pays depuis avril. Le gouvernement du Burundi s'est engagé comme suit. Le gouvernement va continuer à prendre des mesures pour commencer à ouvrir l'espace pour l'activité politique pour le peuple du Burundi et permettre la liberté des médias. L'Union africaine va déployer 100 observateurs des droits de l'homme pour surveiller le déroulement de la situation. La décision d'envoyer des observateurs suggère un compromis avec le président burundais Pierre Nkurunziza qui a provoqué la crise en avril en annonçant qu'il se représentait à un 3e mandat. Il a gagné les élections en juillet et provoqué des manifestations violentes. La nouvelle initiative est bien moins ambitieuse que le plan initial de l'UA d'envoyer 5000 soldats de maintien de la paix, refusé par le gouvernement Nkurunziza. Les détails de la nouvelle mission ne sont pas clairs. Les diplomates disent que d'autres observateurs envoyés cette année ont été bloqués, incapables de sortir de leurs hôtels car le Burundi avait refusé de signer le mémorandum les autorisant à agir. Les avocats du leader de l'opposition ougandaise, Kizza Besigye, ont déclaré être prêts à contester les résultats de la récente élection présidentielle qui a vu la large victoire du président Yoweri Museveni.
Un autre blocus policier dans la capitale ougandaise, Kampala. L'ancien Premier ministre ougandais et également candidat à la présidentielle, Amama Mbabazi, s'est vu empêché de rejoindre le leader de l'opposition, le docteur Kizza Besigye. La police lui a donné l'ordre de rentrer chez lui. La police a reçu des renseignements selon lesquels ma vie serait en danger si je me rendais chez le docteur Besigye. Le docteur Besigye n'est pas mon ennemi. Si la police détenait cette information, il aurait été préférable qu'elle l'ait partagée avec moi avant. Quelques heures plus tard, le maire élu de Kampala s'est également vu interdire l'accès au logement du docteur Besigye. Le docteur Besigye, qui s'est présenté 4 fois à la présidentielle, a été plusieurs fois détenu puis relâché après l'annonce des résultats du scrutin de 2016. Il affirme que les résultats ont été truqués et demeure actuellement en résidence surveillée. Ils veulent le garder en détention, car ils lui ont volé sa victoire. Mais selon la police, le docteur Besigye aurait planifié d'organiser des manifestations violentes dans la capitale. Une équipe d'avocats a été rassemblée pour contester les résultats du scrutin présidentiel et les arrestations des membres des partis d'opposition. Le président ougandais Yoweri Museveni a remporté l'élection, prolongeant ainsi ses 30 années de règne. Son parti a exhorté les membres des partis d'opposition d'avoir recours à des moyens légaux. Le principal parti de l'opposition ougandaise maintient sa position qui est de rejeter les résultats de l'élection présidentielle. Leur espoir se trouve à présent dans les tribunaux, mais certains analystes ont d'ores et déjà décrit que cette voie serait difficile. Vous êtes sur CCTV français, on reprend cette édition avec l'Afrique centrale où la Chine et la République du Congo ont conjointement établi la Banque sino-congolaise d'Afrique. Le travail préparatoire pour la banque a commencé. Il s'agit de la première banque chinoise à développer ses activités dans la région d'Afrique centrale. La première filiale en Afrique du groupe bancaire chinois, la Banque sino-congolaise d'Afrique, sera construite dans la capitale du Congo, Brazzaville. Le président Denis Sassou Nguesso a posé la première pierre du bâtiment qui accueillera la banque. En mars 2013, durant la visite du président chinois Xi Jinping au Congo, le président Denis Sassou Nguesso avait proposé la formation d'une banque d'affaires commune afin de promouvoir le développement financier du pays. Nous accueillons avec les bras ouverts l'établissement de la Banque sino-congolaise d'Afrique. Comme je l'ai mentionné dans un discours ce matin, l'ouverture de la Banque sino-congolaise d'Afrique est ce que nous avons attendu 50 ans et maintenant elle est enfin réalisée. Nous nous réjouissons. Le président Denis Sassou Nguesso a lui-même participé à la cérémonie. Cela montre qu'il accorde un grand intérêt à ce projet. La Banque agricole de Chine est un grand actionnaire de la Banque sino-congolaise d'Afrique. Elle offrira des systèmes d'information complets, la formation du personnel, le management et le soutien technique. Selon le gouverneur adjoint de la Banque agricole de Chine, Gong Chao, le soutien améliorera grandement l'industrie financière du Congo et encouragera le développement économique du pays. Après l'achèvement, je veux que la banque devienne un pont et un lien pour la coopération Chine-Afrique pour promouvoir le développement économique, servir le peuple de Congo-Brazzaville et promouvoir la relation amicale entre la Chine et le Congo. Je vais aussi améliorer la coopération stratégique bilatérale entre les deux pays. La Banque agricole est l'un des plus grands groupes bancaires chinois avec des filiales à Tokyo, Singapour, Dubaï, Francfort, New York et Sydney. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a lancé au Caire le plan intitulé Égypte Vision 2030. Le programme a pour but de formuler un projet de développement durable basé sur la jeunesse du pays. Il sera mis en œuvre quels que soient les changements de gouvernement ou de présidence. Cette stratégie a aussi pour objectif de redonner à l'Égypte son rôle historique de leader du monde arabe et d'apporter des conditions de vie décentes à ses citoyens. La population égyptienne pourrait presque doubler d'ici 2030. Et c'est pourquoi le plan Égypte Vision 2030 a été lancé pour s'assurer que l'économie puisse survenir à cette augmentation vertigineuse de la population. 15 ans d'avance, c'est raisonnable quand on compare avec la stratégie de développement de l'Union africaine qui se projette jusqu'en 2063. La stratégie égyptienne est globale et comprend 10 points dont les plus importants sont l'éducation et la santé. Le gouvernement prévoit aussi de tirer bénéfice d'une population dont les 2/3 sont des jeunes. Il va encourager les jeunes à rejoindre les petites et moyennes entreprises.
Nous allons complètement réorganiser le système de prêts dans le secteur financier. Nos banques publiques ont des actifs d'État pour près de 600 milliards de livres, 90 milliards de dollars. Nous avons donné l'ordre que dorénavant, avec ces 600 milliards de livres, l'objectif prioritaire de ces banques sera de prêter l'argent aux petites et moyennes entreprises. Notre objectif, c'est le développement et c'est de servir la jeunesse égyptienne. Le président égyptien est convaincu qu'il faut améliorer les conditions de vie des plus pauvres. 50% de l'Égypte, c'est des bidonvilles. Et on veut me parler de justice sociale? Nous avons 4500 villages pauvres en Égypte. Si nous ne faisons rien maintenant, nous aurons 35 000 villages pauvres dans 15 ans. Les représentants du gouvernement parlent de projets d'infrastructures à des centaines de milliards de dollars qui seraient en cours de réalisation. Mais le président a rappelé que le terrorisme avait nui au progrès. Ceux qui frappent le tourisme en Égypte, pourquoi font-ils ça? Ils le font pour que les gens se révoltent. Le secteur du tourisme a apporté 14 milliards de dollars de revenus et nous avons besoin de chacun de ces dollars pour financer nos besoins les plus fondamentaux. L'Égypte s'attend à doubler son PIB en 10 ans en visant une croissance annuelle de 7,5%. C'est un plan très ambitieux, sachant que des secteurs vitaux comme le tourisme et l'industrie ont récemment connu des pertes très lourdes. Les gros salaires sud-africains vont être de nouveau lourdement taxés en Afrique du Sud. Un amendement à la loi fiscale a été annoncé mercredi par le ministre des Finances du pays, Pravin Gordhan, avec une croissance prévue de 0,9% cette année. Le ministre tente de trouver d'autres sources de revenus. La plupart des analystes pensent que la nouvelle fiscalité est équilibrée. Une taxe a été instituée sur le sucre pour améliorer la santé. Les cigarettes et l'alcool prennent 8,5% et le carburant augmente de 30 cents. La TVA, qui s'applique à presque tous les biens, ne change pas. La TVA est une taxe régressive. Une augmentation générale de la TVA pourrait avoir un effet dévastateur sur de nombreuses classes socio-économiques inférieures. Les pauvres paient un peu moins d'impôts, mais les riches en paieront plus. Nous devons trouver l'argent pour remettre de l'équilibre dans les comptes. Alors, où le trouver? La taxe sur les entreprises ne peut pas être augmentée car cela risque de faire fuir les investisseurs. Les taxes sur les dividendes, le ministre ne veut pas y toucher. Encore une fois, pour les investisseurs, le seul endroit où trouver de l'argent, c'est chez les plus riches. Une décision qui devrait, selon les analystes, avoir un impact à long terme. Les impôts aident à court terme. L'Afrique du Sud a un taux d'épargne négatif. Ces taxes nouvelles qui sont introduites comprennent les taxes sur les gains des capitaux, comme une hausse des actions en bourse ou la vente d'une maison. Tout cela risque de faire fuir les investisseurs sur le long terme. Le ministre a aussi prévenu les éventuels fraudeurs. Le nouveau système mis en place par les pays du G20 et de l'OCDE met en place un partage des informations fiscales et prendra effet l'an prochain. Les multinationales et les particuliers riches auront peu d'endroits où se cacher. Les organisations représentant les pauvres saluent les nouvelles mesures et profitent de l'occasion pour faire un peu d'humour. Nous n'avons pas de problème, nous n'avons rien caché nulle part. Je pense que les criminels de l'ANC sont ceux qui doivent profiter de l'amnistie fiscale et déclarer leurs comptes offshore et l'argent qu'ils ont reçu en cash. La liberté de pouvoir s'exprimer sans être jugé, voilà ce qu'offre aux habitants de Johannesburg en Afrique du Sud l'activité Secret Sunrise. Il s'agit d'une pratique de relaxation et de bien-être qui s'appuie sur des techniques de yoga et de danse méditative. Rien ne vaut le doux son de la musique pour bien démarrer la journée. Secret Sunrise est une combinaison de yoga et de danse méditative. Il s'agit d'une nouvelle tendance urbaine où près de 300 personnes dansent en silence. Elle est destinée à ceux qui ont besoin d'une pause dans leur vie stressante à Johannesburg. On se sent en extase, bien heureux et engagé. Oui, vraiment heureux et plein d'énergie.
Prête à affronter une nouvelle journée. Rester positif pendant toute la journée, ça fait du bien. Nous pensons qu'il est important d'avoir du plaisir, de le faire de manière sobre et de créer des espaces où on peut se sentir soi-même, s'exprimer, d'être un peu ridicule et puéril, mais au fond de se connecter avec les gens autour de vous. Nous vivons dans de petites boîtes et nous essayons de briser ces boîtes. C'est agréable de se relier avec tout le monde et tout simplement de s'ouvrir davantage. On ne se sent pas jugé ici et c'est très appréciable. Au cours de l'heure que dure la session, les participants rampent sur le sol, forment des lignes ou même des cercles. L'utilisation de casques Bluetooth octroie une grande liberté de mouvement et permet aux participants d'éliminer le stress de la journée. Le fait d'avoir recours à des casques permet de créer un espace réellement sans danger. Vous ne ressentez pas l'envie de discuter avec tout le monde et vous pouvez véritablement vous connecter avec vous-même et avec les autres d'une manière non verbale. Dans une ville trépidante telle que Johannesburg, c'est une excellente manière de démarrer la journée ou prendre son temps. Je suis là pour chaque secret sans risque, car comment dire, c'est ce qui est. C'est un sentiment qui vous prend, vous faites ce que vous devez faire. Vous vous laissez aller et vous vous laissez emporter. En Afrique de l'Ouest est apparu depuis quelques années un nouveau type d'architecture, la voûte nubienne, un habitat traditionnel originaire d'Égypte, conquiert petit à petit plusieurs régions du Sahel. Et découvrons ensemble de suite en images. Bâtir l'avenir avec des solutions inspirées du passé. Les conséquences du réchauffement climatique ont permis dans les régions du Sahel en Afrique de l'Ouest de poser un nouveau regard sur des constructions traditionnelles appelées voûtes nubiennes. Leur conception permet de réguler naturellement l'humidité et la chaleur. D'origine égyptienne, ces types de bâtiments sont adaptés à de nombreuses populations. Vous n'avez pas non plus besoin de recourir à des matériaux modernes qui sont souvent chers, souvent polluants, qui ont pollué d'ailleurs à la fabrication et à leur acheminement sur le site de construction. Donc avec la voûte nubienne, vous pouvez construire avec les ressources que vous avez sur place. Vous vous permettez donc de préserver l'environnement. En quelque sorte, vous jouez donc sur à la fois l'atténuation au changement climatique et à l'adaptation à ces changements climatiques, puisque vous vous trouvez donc dans un bâtiment adapté au contexte local, donc au climat sahélien. La simplicité et la rapidité de leur construction ainsi que le faible coût des matériaux et du travail convainquent les populations. Et cerise sur le gâteau, ces maisons sont confortables. Avant, notre maison était faite d'un toit en tôle et quand il faisait chaud, on ne pouvait rentrer dedans. On avait des ventilateurs, mais depuis que nous avons construit la voûte nubienne, nous sommes protégés de la chaleur. Il fait si bon à l'intérieur. Et en plus, notre maison a des espaces réservés, tels que des armoires pour ranger nos affaires. Au début, je doutais un peu, mais après, quand j'ai réfléchi et j'ai regardé l'originalité du travail et que tout est fait à partir d'ici, bon, je me suis dit, on va se lancer à ça. Sur le côté économique, c'est plus rentable que de construire en ciment. Les projets de voûtes nubiennes ont connu un succès remarquable au Burkina Faso. Afin de faire connaître ce type de logement au Sénégal, l'association La Voûte Nubienne a emmené un maître maçon burkinabé pour former les maçons locaux. Sur mon chantier, moi j'ai employé 10 apprentis sénégalais, des maçons locaux. Et je les apprends à la technique voûte nubienne. Donc actuellement je peux dire qu'il y a un qui est classé, qui est qualifié, c'est un classe 4, et puis il y a un classe 3, et puis un classe 2. Donc je pense qu'avec les classes 3, classe 2... L'association a mis en place des programmes au Burkina Faso, au Mali, au Sénégal, au Ghana et au Bénin, qui ont permis de construire quelques 1500 bâtiments. On est à 70 bâtiments qui ont été achevés. Ça s'est fait entre 2007 et 2015. Au jour d'aujourd'hui, on a 7 chantiers en cours et prévu sur le Sénégal, mais on a en plus de ça 11 clients qui sont en attente, c'est-à-dire ils sont en discussion, en validation de plans, de devis. Adorable, simple, pratique et verte. Cette forme d'architecture traditionnelle, remise au goût du jour et exportée hors de sa région d'origine, pourrait donc bientôt faire partie des paysages de plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest.
Les conservateurs ougandais s'inquiètent du déclin de la population de chimpanzés dans le pays en raison de l'activité humaine. Les humains poussent les chimpanzés à fuir leur habitat et à être exposés aux braconniers. Les chimpanzés sont recueillis dans des lieux comme ce sanctuaire du centre de l'Ouganda. La mère et l'enfant, cette femelle chimpanzé a été sauvée des braconniers. Le nouveau-né porte à 49 la population de ce sanctuaire. Les conservateurs disent que c'est un petit pourcentage de cette espèce en danger. L'Ouganda abrite 5000 chimpanzés dans la nature et c'est pourquoi notre attention se porte envers ces espèces en danger. Si nous ne faisons pas ce qu'il faut, nous risquons de les perdre dans quelques années. La pression augmente sur les ressources naturelles et cela explique la diminution du nombre de chimpanzés. Et à mesure que la forêt disparaît, les animaux sont plus vulnérables face aux braconniers. Les conservateurs regardent aussi la possibilité de travailler avec des communautés avant de réintégrer les chimpanzés dans leur habitat naturel. Le seul plan que nous ayons est de les réintroduire dans la nature, mais ils se sont déshabitués. Il est difficile de les réintroduire comme ça, loin des communautés humaines. En 2012, les autorités du Soudan du Sud ont intercepté 4 chimpanzés en transit vers le Moyen-Orient. Ils ont depuis été intégrés au sanctuaire. Notre but est de garantir qu'ils sont à l'abri dans leur habitat naturel. Et nous ne voulons pas conserver ce sanctuaire pendant trop longtemps. J'espère qu'un jour, ils seront tous retournés dans la nature. Mais la lutte doit continuer et les chimpanzés continueront encore longtemps à vivre dans ce sanctuaire, faute de mieux. C'est la fin de ce journal consacré à l'Afrique. Merci de l'avoir suivi. À bientôt.